Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau live by Devoteam. Un live aujourd'hui dédié au sujet de la data, data-driven, comment les entreprises s'engagent. La réglementation, les évolutions technologiques, la crise sanitaire même ont largement bouleversé et accéléré l'usage du numérique. Véritables déclencheurs, ils ont fait exploser le sujet de la data au sein des organisations, quelles qu'elles soient. Entre enjeux business, entre la dimension culturelle, la dimension technologique, nous vous proposons aujourd'hui dans ce live d'aborder ces points avec le retour éclairé d'experts et de professionnels qui viennent d'univers totalement différents, que ce soit le luxe, l'industrie bancaire ou le retail. Et pour débuter ce live, je vous propose aujourd'hui d'accueillir Isabelle Cominvatio et Gilles Camoin. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors vous êtes professeur à l'ESSEC où vous enseignez les systèmes d'information, les bases de données et la qualité et la gouvernance de l'information. Vous avez créé la chaire Stratégie et gouvernance de l'information en partenariat avec Devoteam et c'est ce pourquoi nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui ici. Et Gilles Camoin. Bonjour Gilles. Bonjour Sylvie. Vous êtes senior vice-président du groupe Devoteam et si vous le voulez bien, je vais commencer cette introduction avec vous. Vous aviez à cœur, Gilles, de parler du sujet de la data. Pourquoi ? Eh bien Sylvie, merci. D'abord parce que vous l'avez dit, c'est un sujet qui explose de façon absolument considérable. Prenez conscience qu'en 2020, il y avait 45 zétabytes dans le monde de data, ce qui est déjà important, mais qu'en 2025, il y en aura 275. Donc il y a une forme d'explosion absolument considérable. Alors on pourrait analyser pourquoi, mais passons au sujet suivant. La data, c'est une matière première à potentiel de valeur absolument incroyable et les GAFA en ont fait la démonstration. Elles en ont fait la démonstration non seulement par leur succès économique, mais aussi parce qu'elles ont créé au sein de nos marchés un peu de challenge. Elles ont un peu chamboulé un peu cet écosystème, quitte même à réveiller la réglementation sur le sujet. Donc c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Donc la data, tout le monde en parle. Mais en fait, j'ai lu récemment une statistique qui disait que uniquement 32% des entreprises avaient formellement engagé un programme data et elles ne l'avaient pas encore fini. Ça veut dire qu'il y en a au moins 70% qui, globalement, n'ont pas encore complètement engagé les choses. Donc, ça veut dire qu'il y a énormément de sujets à traiter. En fait, le sujet n'est pas si simple que ça. Le sujet data est un sujet multidimensionnel. Et tout l'objet de cette séance que nous allons avoir avec 3 secteurs extrêmement différents promet d'être extrêmement enrichissante. Et je suis très curieux de revoir les témoignages. Merci beaucoup Gilles. Isabelle, nous parlions tout à l'heure de la chaire Stratégie et gouvernance de l'information, dont vous êtes titulaire. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus et surtout aussi sur la liaison Devoteam-ESSEC ? Bien sûr, avec plaisir. Donc on a créé cette chaire avec Devoteam depuis quelque temps maintenant parce qu'on a eu le souci de former les étudiants à ces sujets, des étudiants qui vont être en responsabilité dans les entreprises, qui ont un certain vécu avec les technologies, mais qui n'ont pas une facilité à appréhender la data comme une valeur à conquérir, à mettre en évidence. Ils sont peu sensibilisés à tous les aspects d'ailleurs, que ce soit les coûts, les risques, et surtout ils ne connaissent que peu de choses sur la complexité, par exemple de la mise en qualité durable des données. C'est pour les faire appréhender toutes ces dimensions du sujet, les dimensions business, mais les contraintes associées et comment tout ça doit être géré au niveau de l'entreprise, comme les ressources humaines, comme le patrimoine immobilier, qu'on a le souci de créer cette chaire et de mener nos activités avec Devoteam autour de ces sujets. Gilles, peut-être un mot sur la chaire également ? Oui, chez Devoteam, on est des pragmatiques. Donc, nous mettons tout en œuvre pour essayer d'aider nos clients à tirer le maximum de valeur de ces sujets-là. Transmettre ces savoirs-là à des étudiants est quelque chose d'extrêmement enrichissant, mais à double titre, c'est un peu dans les deux sens. On va dire le monde académique qui rencontre le monde de l'entreprise, quelque part, nous aussi, on apprend à essayer d'expliquer aux étudiants les choses. Et on est très surpris de voir aussi certains étudiants qui nous apportent des idées et que, éventuellement, nous n'aurions pas imaginées. Donc, c'est tout bénéfice et c'est très, très, très enrichissant. Merci Gilles. Isabelle, vous formez les professionnels de demain. À quoi sensibilisez-vous vos étudiants ? On veut leur faire comprendre que les données sont très complexes, que les vraies données, le travail dans l'entreprise est un travail sur des données
de variété, de complexité, de spécificité très différentes. Et pour cela, les partenariats avec les entreprises sont privilégiés comme un moyen d'adresser les vrais problèmes. Les étudiants ont l'habitude de comprendre des exercices simples. Je vais prendre un exemple. On a ce soir 3 secteurs d'activité qui sont représentés et je trouve ça très intéressant. Dans la chaire, on en a d'autres. On a le secteur de l'assurance avec Covea. Les données de l'assurance, au départ, on croit qu'on les connaît tous parce qu'on connaît le montant de sa prime d'assurance. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a les modèles de risque, il y a les données personnelles, il y a les données d'accidentologie, etc. Et tout ça est à appréhender comme un secteur spécifique. On a aussi le département de la Seine-Saint-Denis, avec ces données du secteur public qui, alors là, embrassent tous les métiers, le social, les transports. Et ces données-là sont celles de tout le monde, mais pour autant, elles sont à appréhender avec l'angle de l'open data ou tous ces sujets que les étudiants connaissent sans connaître et que, comme le disait Gilles, on a tous à apprendre en travaillant ensemble. Il y a aussi l'aspect recherche, les chercheurs que nous sommes, qui sont à l'ESSEC, non pas des chercheurs fondamentaux, mais des gens qui cherchent à confronter leurs idées aux réalités de l'entreprise pour prendre les besoins et puis pour tester les solutions, les méthodes auxquelles on peut penser. Merci beaucoup Isabelle, merci Gilles, et je vous propose de passer tout de suite à la première séquence. Alors pour cette séquence plus orientée stratégie, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Idoc, qui est Chief Data Officer chez Decathlon. Decathlon, vous connaissez tous, une entreprise française créée il y a 45 ans. C'est à peu près plus de 2000 magasins. Sébastien nous donnera le chiffre exact, répartis dans plus de 50 pays. Bonjour Sébastien. Bonjour. Est-ce que les chiffres sont exacts ? C'est un petit peu plus. Alors je ne les ai pas exactement de tête, mais on doit avoir aujourd'hui un peu plus de 2500 magasins dans un peu plus de 65 pays. Très bien. Alors, avant toute chose, merci d'être présent parmi nous. Sébastien, je vais commencer cette séquence avec une question pour vous. Quel est l'usage de la data dans votre secteur et en quoi la data vient ou sert à optimiser la performance de Decathlon ? Alors, c'est une question intéressante parce qu'on est souvent présenté comme un retailer chez Decathlon, ce qui est une partie de notre métier. On est connu pour ça, nos 2500 magasins. Mais en fait, Decathlon distribuant 80, 70 ou 80% de ses propres produits, nous sommes aussi concepteurs et fabricants de nos produits. Donc en ça, la data est intéressante parce que nous créons beaucoup de data depuis très longtemps chez Decathlon, avec une notion importante, c'est que jusqu'à présent, on n'en créait pas assez et sans doute pas assez de bonne qualité. Donc on a dû accélérer dans cette transformation parce qu'on est conscient que la data doit nous aider à transformer tous azimuts tous les métiers de l'entreprise. Donc aujourd'hui, on a un projet ambitieux qui s'appelle Sport Data, dont l'ambition est de transformer toute l'entreprise par la data, d'être plus qu'une data-driven compagnie, une data-centric compagnie. Et pour ce faire, on explore tous les sujets, l'offre, la construction de l'offre, le pricing, mais aussi l'optimisation de la supply, parce qu'on est présent dans quasiment 70 pays avec nos sites de production. Donc ça, c'est des éléments importants pour lesquels on investit énormément en intelligence artificielle, en analytique, et pour lesquels on a une collaboration avec les pays qui est très très forte. Merci Sébastien. J'enchaîne avec Thierry Bujon de Lestan. Alors Thierry, vous êtes à la tête de Digital Bank for Clients au sein de la division Corporate Institutional Banking de BNP Paribas. Vous avez une expérience client avant une expérience technologique et dans ce cadre, en tout cas dans le cadre de vos fonctions, comment ou en quoi la data influence-t-elle votre stratégie ? Bonjour. Bonjour comment est-ce que la data influence ma stratégie ? J'allais dire, le monde bancaire, c'est un monde de data. On a énormément de data. Alors, je vais me concentrer dans mes réponses sur mon domaine d'expertise, qui est vraiment les plateformes qu'on crée pour nos clients, et notamment une plateforme qui s'appelle Centric, qu'on a vraiment développée dans un esprit user experience. En fait, la data fait partie de tout ce qu'on fait au quotidien, y compris dans de la stratégie qui peut être à moyen terme ou à long terme, mais aussi dans la stratégie à court terme. C'est-à-dire qu'en fait, ça permet de valider des hypothèses sur ce qu'on est en train de faire et ça nous permet aussi un luxe énorme qui est de travailler en temps réel et d'adapter un certain nombre de choses qu'on fait. L'exemple, c'est on pourrait développer un produit, on le met sur la plateforme et on peut faire de l'A/B testing direct et en 10 minutes, on sait où on doit aller. Donc on est tout le temps capable, ça a raccourci des cycles de stratégie, on est tout le temps capable d'adapter ce qu'on fait pour ça. L'autre chose, c'est que ça nous permet de mesurer un peu comme
chez Decathlon, ça nous permet beaucoup de mesurer l'efficacité de décisions prises, d'essayer d'anticiper des problématiques qu'on peut voir venir par la croissance du nombre d'utilisateurs, par des chemins de parcours clients qui évoluent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on adopte. Et je crois que dans tout ce qu'on a fait au cours de ces dernières années, on n'a eu de cesse que d'intégrer la notion de oui, ce qu'on fait, on doit pouvoir le mesurer. Donc la data, ça commence là. Ça commence au moment où on lance un projet, où finalement, avant même d'avoir lancé un projet, avant même d'avoir lancé une nouvelle fonctionnalité, on sait comment on va la mesurer et comment on doit la travailler derrière. Merci Thierry. Et nous continuons ce tour de table avec Cédric Rigaud. Alors Cédric, vous êtes directeur architecture, entreprise et technologie chez Kering. Alors Kering, qui tire ses lettres de noblesse grâce à François-Henri Pinault, c'est une quinzaine de marques de luxe, c'est exact? Oui, c'est exact. Bonjour. Bonjour Cédric. Bonjour. Donc oui, il y a quelques années maintenant, François-Henri Pinault a décidé de transformer Kering en un groupe de luxe totalement intégré à 100%. Donc l'idée derrière ça, c'est d'avoir une plateforme de croissance au service des maisons. Kering est en soutien et les maisons peuvent se concentrer sur leur métier. Pour cela, on a lancé un grand nombre de grands programmes pour constituer cet asset. Des shared services finance, des shared services RH, une logistique intelligente, des éléments de retail. Et par exemple, en ce moment, nous sommes dans un grand programme de transformation de la logistique du groupe avec 3 grands objectifs. Le premier, c'est de baisser le lead time au service de nos clients, aussi d'avoir une efficacité j'allais dire financière sur cette chaîne logistique et puis finalement de mieux maîtriser nos niveaux de stock. Dans ce contexte, on a créé Kering Technologies. Le but de Kering Technologies, c'est de gérer les technologies, les systèmes, les applicatifs informatiques du groupe pour soutenir les opérations au quotidien, mais aussi pour participer à ces grands programmes. Par exemple, on vient de terminer un grand sujet autour du e-commerce et on a des sujets en cours autour du retail et de la CRM. Donc vous voyez, on est bien impliqué en ce moment. Tout à fait. Alors, donc, je continue sur la question. C'était, est-ce que vous pourriez nous partager votre observation sur l'apport de la data dans le secteur du luxe et notamment la compréhension des attentes et des comportements des consommateurs? Alors, nous avons de la chance chez Kering car nos dirigeants ont compris très tôt les enjeux de la data. Ils sont convaincus que la data peut avoir un impact. Par exemple, on aide au quotidien en ce moment les entités retail à remailler régulièrement le réseau de magasins, notamment suite à la pandémie. Ensuite, nous observons de très près le marché chinois, les comportements de ses clients et surtout pour mieux nous adapter d'une part et aussi pour mieux les servir. Et puis finalement, avec nos amis de Kering Opération, en fait, nous sommes en train de constituer un cockpit de contrôle centralisé et temps réel de notre logistique mondiale. Depuis que je suis chez Kering, je vois tous les programmes business partir avec un volet data. Merci beaucoup Cédric. Et Laurent, vous êtes partenaire au sein du cabinet de conseil de Devoteam et vous intervenez aussi plus spécifiquement sur les sujets, sur les projets de transformation. On le voit, hein, la data est devenue l'un des inducteurs majeurs et vous avez aussi accompagné Sébastien dans un grand programme. Est-ce que vous pourriez nous donner une vision plus large de la data stratégie dans les organisations ? Bonjour Sylvie. Oui, effectivement, j'ai eu le plaisir d'accompagner du coup Decathlon sur le projet data. On entend beaucoup la data, ça a beaucoup de valeur pour l'entreprise, effectivement. Hein. On a parlé de la supply, donc ça va me permettre de réduire mes opérations. On a parlé de la connaissance client, ça va me permettre de mieux connaître mes clients, mon churn, et donc optimiser mon business as usual, et donc mon revenu global de l'organisation. Mais ça va aussi me permettre d'identifier de nouveaux gisements de valeur, de nouveaux business models, et faire ce qu'on appelle du business by data. Et donc du coup, pour tirer le full profit de ma donnée, le point commun qu'on entend dans les 3 témoignages, c'est le passage à l'échelle. Et fondamentalement, avoir la capacité à poser une ambition commune pour aligner toute l'organisation dans une transformation qui va être majeure, parce que ça va retravailler le modèle opérationnel, ça va retravailler le disploitage de la donnée, ça va retravailler énormément de choses dans mes opérations au quotidien. Le fait d'avoir une ambition commune, un projet d'entreprise, j'ai un projet data d'entreprise, permet d'aligner les forces de tout le monde. Et ensuite, ce projet, on va le décliner en une roadmap opérationnelle, incrémentale, où on va adresser des sujets
modèles opérationnels, des sujets technologiques, des sujets de culture, des sujets de business, de use case business, comme ce qu'on a pu entendre dans les retours d'expérience. Merci beaucoup Laurent. Et je vous propose de passer à la seconde séquence. Et nous entamons cette deuxième séquence, séquence technologique. Je commence avec vous, Cédric. Cédric, compte tenu du contexte de Kering très international, quels ont été vos champs d'investigation majeurs en matière de technologie? Alors oui, tout d'abord, nous cherchons à simplifier et démocratiser l'usage de la data chez nous. Donc pour ça, on a une approche industrielle. Tout d'abord, nous avons voulu rénover tout le socle technologique que nous utilisons. On va utiliser des technologies modernes mais résolument matures, notamment en utilisant les technologies des grands hyperscalers. Ensuite, on a une approche mondiale, comme vous l'avez dit. De par notre chiffre d'affaires, on doit penser les technologies pour qu'elles fonctionnent tout autour du monde. Donc pour ça, on a dû faire un focus, notamment sur les technologies chinoises qui nous étaient un petit peu éloignées. Et puis finalement, il y a un dernier sujet qui nous prend énormément de temps. C'est d'abord la sécurisation de la donnée et puis l'adaptation constante aux différentes réglementations internationales. Je citerai un exemple. Sur notre base client, l'année dernière, on a dû créer un satellite à cette base client en Chine pour les besoins de la réglementation chinoise. On l'a fait en moins de 8 mois avec une approche multi-cloud. Donc moi, ce que je peux vous dire, c'est que chez Kering, nous bénéficions d'un environnement dataphile, très proche des enjeux du monde du luxe, avec ses implications internationales. C'est beaucoup de boulot, mais croyez-moi, c'est passionnant. Nous n'en doutons pas. Thierry, en termes de technologie, comment vous intégrez la data, comment vous la restituez au développement de vos solutions? Alors nous, on va essayer sur la technologie, encore une fois, je me place du point de vue de développement de plateforme, on va intégrer la technologie, comme je disais un peu tout à l'heure, au départ de tout développement qu'on fait, mais on va l'intégrer sous différents fronts. On va d'abord l'intégrer sur la performance d'une plateforme, c'est-à-dire comment on mesure la performance en permanence, comment ça nous permet d'anticiper des flux et à quel moment on a plus de clients, à quel moment on a moins de clients, ce qui nous permet d'adapter l'infrastructure en temps réel. La deuxième chose, ça va être aussi dans la restitution de la data, c'est-à-dire développer au sein de nos équipes des outils qui permettent de partager cette data avec d'autres. Et ça, c'est très, très important. On a développé des équipes, il y a vraiment une culture de data, de recherche, etc. Et même au sein d'une équipe qui gère une plateforme comme la mienne, nous avons des équipes de data analystes qui sont spécialisées là-dedans. Et là, on voit vraiment que beaucoup de choses ont évolué parce que même pour des gens qui ne sont pas des spécialistes, les outils aujourd'hui qui sont mis à la disposition des uns et des autres permettent de faire des choses complètement folles. Quand on regarde la capacité qu'on peut avoir pour quelqu'un qui, avec un peu de formation, de regarder, de travailler avec plusieurs bases de données en même temps, de les simplifier, de retrouver des choses qui prenaient du temps, qui coûtaient extrêmement cher dans le passé, y compris en termes de temps humain, aujourd'hui deviennent beaucoup plus faciles. Et je ne parle même pas du monde de la visualisation de la data, parce que alors là, c'est complètement dingo. La visualisation de la data, on arrive à faire des choses qui sont formidables, mais qui sont aussi formidables dans ce sens qu'elles permettent de communiquer avec d'autres équipes en rendant des choses qui sont complexes, faciles à comprendre. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on investit beaucoup, ces outils d'analyse. Je mets quand même quelque chose, une petite remarque au passage, qui est, il faut pas oublier qu'on ne fait pas de la data pour de la data. Et je rajouterai peut-être une deuxième mise en garde, c'est trop de data tue la data. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste essayer d'aller coller des trackers et des choses pour dire je vais suivre tout ce que fait le client partout. Parce que finalement, quand on plonge dans la marmite, on ne comprend plus rien, on ne sait pas nager. Donc il faut savoir la question qu'on veut poser, d'où toute la partie anticipation au niveau du développement pour essayer de savoir où on veut aller, qu'est-ce qu'on va chercher et pourquoi faire. Et c'est là que, j'allais dire, la partie technologie vient en support de ça, mais on ne peut pas faire de la techno pour de la techno, y compris sur la data. Merci Thierry. Sébastien, compte tenu de vos enjeux, vous, quels sont les choix technologiques que vous avez opérés ou quelle est la stratégie technologique posée? Déjà, je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit parce que pour moi, la technologie n'est qu'une des composantes de la réussite d'un projet data. On le met souvent
moi je viens du monde technologique, d'une éducation technologique, et on le met souvent un peu en lumière, c'est difficilement compréhensible, on a l'impression que ça coûte cher, etc. C'est vrai. Mais d'un autre côté, ce n'est qu'une des composantes, et j'y reviendrai peut-être un petit peu après. Nous, aujourd'hui, les choix technologiques qu'on a fait, on a comme ambition que ce pilier technologique, cette technical capabilities, nous permettent de rendre la donnée accessible, simplement, à un maximum de nos collaborateurs. On est 100 000 dans l'entreprise, donc on a cette ambition-là. Dans 70 pays, dont des pays comme la Chine, la Russie, qui ont des législations un peu particulières. Et puis surtout, en donnant une autonomie forte au métier. Et pour faire tout ça, qui paraît assez logique, assez facile, il faut énormément de technologie, il faut énormément de solutions. Donc nous, on s'est appuyé depuis maintenant presque 8 ou 9 ans sur des cloud providers publics qui sont bien connus sur la place et avec lesquels on collabore pour développer un certain nombre de solutions et de technologies qui rendent cette donnée accessible. On investit aussi énormément dans les technologies au service de la gouvernance de la donnée, tout ce qui est data catalog, tout ce qui est data quality, parce que, bien évidemment, toute donnée qu'on va collecter ou créer doit être de qualité, doit être mesurée, doit être monitorée. On a aussi énormément de nouvelles données qui arrivent dans le monde de l'entreprise, comme notamment nous, les données liées à des produits connectés. Et là, ça fait émerger de nouvelles plateformes dites IoT qui sont aussi un peu particulières et un peu spécifiques. Moi, je terminerai avec un point important, c'est que derrière la techno, aujourd'hui, nous, ce qu'on voit vraiment apparaître, c'est une notion forte autour de l'humain, on va en parler après, je crois, avec des métiers comme les data engineers ou les data scientists qui deviennent vraiment des perles et des personnages clés de l'entreprise. Donc, nous, aujourd'hui, on a une vocation, en tout cas une attention très très forte sur ce sujet-là, à regarder comment on peut le faire. Mais par contre, j'insisterai en disant que la technologie, encore une fois, n'est pas tout. J'avais lu un article assez intéressant dans le Harvard Business Review qui disait qu'il fallait, pour que les projets data réussissent, il fallait qu'on investisse au moins autant que dans la technologie, dans l'humain et dans la transformation humaine. Merci beaucoup Sébastien. Gilles, les convictions de Devoteam sur le sujet ? Déjà, je ne vais pas contredire mes camarades de jeu parce que je pense que je suis parfaitement aligné avec ça. Si je prends l'angle technologique, Devoteam, on est convaincu que la data doit aller à un moment donné dans le cloud. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est un enjeu de scalabilité, hein, ça c'est sûr. C'est un enjeu de désiloation, je ne sais pas comment on le dit, mais en tout cas de transversalité. Désilotage. Voilà, désilotage. Et c'est aussi un enjeu de mise à disposition. Je pense que c'est quelque chose d'absolument fondamental. Donc, alors bien entendu, il n'y a pas un seul stack, il faut avoir plusieurs. Il y aura peut-être comme des clouds souverains parce qu'il faut quand même aussi un peu protéger la donnée, la législation qui est là. Mais en tout cas, c'est une grande conviction. La deuxième conviction, je pense, par rapport à un sujet pareil, c'est je suis assez d'accord. En fait, le marché autour de la data est en train de bouillonner de solutions de plus en plus, on va dire, simples et accessibles pour le user. C'est qu'il y a une tendance de fond, à un moment donné, qu'on appelle le data citizenship, c'est-à-dire comment on arrive à donner à l'utilisateur final la maîtrise de sa data et surtout la création de valeur de sa data. Et ça, les technologies commencent petit à petit à réellement aller vers ça. Mais néanmoins, ce n'est pas la technologie qui résout tout. Il y a derrière, bien entendu, un sujet humain. Je vais terminer quand même par un point important. Je pense qu'il faut quand même une petite dose d'architecture. J'en connais ici qui sont vraiment des sachants là-dessus. Il faut faire un peu attention à la chose parce que tous ces jolis éditeurs promettent monts et merveilles. Il faut quand même aller regarder un peu derrière pour bâtir quelque chose de robuste et quitte à défaire pour refaire si une meilleure solution arrive. Donc voilà les recommandations que j'aurai sur les sujets technologiques. Merci beaucoup Gilles. Et je vous propose, sans plus attendre, de passer à la troisième et dernière séquence. Alors une troisième séquence, une séquence plutôt dédiée humain-organisation. Cédric, Kering est une organisation où les marques disposent d'une grande autonomie. Quel rôle joue la data dans l'organisation de Kering Corporate et de ses maisons ? Alors
D'abord, ce que je voulais dire, c'est que pour faire la liaison entre la séquence technologique et cette séquence humaine, moi je suis tout à fait d'accord sur le fait que la donnée en tant que telle, ça a de la valeur, mais ce qui est intéressant finalement, c'est de l'utiliser. Donc nous, ce dont on parle chez Kering, c'est plutôt d'outils d'aide à la décision sur le terrain pour un logisticien, pour un téléconseiller ou un conseiller en magasin. L'idée, ça va être de l'aider à mieux traiter le client, mieux l'accompagner et puis le satisfaire. Donc on parle d'outils d'aide à la décision et on va chercher à en mettre tout au long de la chaîne de valeur de Kering et de ses maisons. La première chose que nous avons fait, c'est de réorganiser l'entité data en business line. L'idée, c'est d'être le plus proche possible des gens du métier. Donc on a créé des business lines retail, logistique, finance, etc. L'idée derrière ça, c'est de travailler au plus près d'eux en cycle court. On a 3 grandes façons de travailler avec eux. Tout d'abord, on travaille, j'allais dire, sur l'analyse du passé. Donc ça va être avec de la BI, on va dire, traditionnelle. J'ai un exemple, on va comparer les ventes en Chine entre avant la pandémie puis après la pandémie. Ensuite, on a une autre offre plus intéressante, plus, j'allais dire, moderne, dont Gilles a un petit peu parlé, qui va être l'analyse de la donnée en temps réel. Donc là, on va rassembler tout un tas d'informations qui viennent de plein d'azimuts en un seul lieu pour le mettre à la disposition des gens du terrain. J'ai un exemple, par exemple, sur la logistique. On utilise ces modalités pour mieux gérer nos niveaux de stock en entrepôt. Et puis finalement, avec nos amis du digital, on a une 3e offre, un petit peu plus nouvelle, autour de l'AI, qui permet de créer des modèles de machine learning, par exemple, pour mieux cibler nos clients. Dans le groupe, nous travaillons de 2 manières. Nous pouvons travailler avec Kering Corporate, et là, on fait des produits, j'allais dire, d'entreprise, avec toutes les données de nos maisons. Et puis aussi, on travaille en direct sur des demandes ad hoc des différentes maisons, comme par exemple beaucoup avec Gucci. Merci beaucoup. Thierry, nous l'avons compris aussi dans votre intervention que la data est intégrée, est largement intégrée à la culture de BNP Paribas. Comment vous la mesurez et est-ce qu'il y a des limites, surtout dans l'articulation homme-data ? C'est une question pas évidente, celle-là. Je vais prendre le contre-pied de l'intervention précédente où on parlait de la techno, etc. Pour moi, la data, elle est évidemment intégrée dans toute la culture de BNP Paribas. Si je recentre, encore une fois, sur les métiers de plateforme digitale, moi, je vois la data comme un outil de communication. Ça paraît un peu incongru de dire ça, mais en réalité, ça permet d'avoir un langage commun, avoir des faits communs qu'on peut échanger et qu'on peut mettre à disposition d'autres équipes pour qu'elles-mêmes puissent échanger entre elles. Donc, quelque part, oui, c'est de l'analyse stratégique, mais au fond, l'analyse stratégique ne peut apporter qu'une certaine chose avec des chiffres. Et on oublie toujours le côté intuition. La deuxième chose, malheureusement ma culture antérieure à mon côté techno, mais qui est une vraie culture de client, la data ne remplacera jamais la partie connaissance du client, mais au sens connaissance réelle, au sens j'interagis avec Sylvie ou j'interagis avec Sébastien. Il y a des choses qui vont passer et qu'on va pouvoir se dire qui ne seront pas détectables dans la data. La data, c'est aujourd'hui, on était assis autour d'une même table. Par ailleurs, je l'ai trouvé formidablement sympathique. Ça, vous ne le verrez pas. Donc, ça, c'est des choses qu'il ne faut jamais oublier. Et donc, oui, une culture data, mais je crois fondamentalement, et je sais que souvent, quand j'interviens sur des sujets comme ça, je dis l'avenir n'est pas l'homme contre la machine ou la lutte de j'ai les faits, mais non, tu as raison, mais tu n'as pas raison, etc. Pas du tout. C'est l'association homme-machine qui nous rendra meilleurs. Et un dernier point, parce que je voudrais rebondir sur ce qui a été dit par beaucoup, et notamment par Sébastien aussi, c'est la data est aussi quelque chose qui est un besoin de formation, où on a besoin d'éduquer les gens, mais je suis frappé par la qualité des formations qui existent aujourd'hui et des analystes qu'on a. Et finalement, on en arrive au point où on a des gens qui sont très très bons en analyse et on a besoin aussi de leur réinjecter un peu de sens du business, un peu de sens du commerce, de façon à avoir le meilleur des deux. Et c'est là que je dis, l'association homme-machine, c'est ça qui va nous rendre bons, mais ça ne se fera pas sans data et sans une culture data, et ça ne se fera pas non plus sans une vraie connaissance de pourquoi on l'utilise. Merci Thierry. Sébastien, du coup, comment un groupe aussi, pour passer côté Decathlon, comment un groupe comme Decathlon développe-t-il une culture data ? Je pense que le premier écueil,
c'est de lutter contre le buzzword de la data. Parce que malheureusement, nos domaines vivent de buzzword en buzzword, la digitalisation, puis la data, etc. Et derrière la data, on met tout et n'importe quoi. Moi, je pense que le plus important, il est dans la capacité que nous avons à expliquer simplement les choses aux personnes qui vont les consommer. Et l'autre point qui, moi, me semble essentiel, c'est de réussir ce qu'on pourrait appeler la tenaille, pour faire référence au fameux film, en combinant le travail fait par le board. Et je pense que c'était dit chez Kering, nous, on a cette même chance, on a une conviction très très forte portée par notre board, par nos actionnaires, que la data est un véritable asset au service de la transformation de l'entreprise, mais aussi menée par localement dans les équipes, dans les pays, avec des use cases très visibles et qui vont inciter cette transformation humaine. Et donc, cette double vue, un peu top-down, mais qui ne doit surtout pas aller à la rencontre de ce que Decathlon est, c'est-à-dire une entreprise très subsidiaire, et une entreprise qui inspire par des use cases, nous permet de développer, de démocratiser la data dans l'entreprise. Je rajouterais qu'il est aussi important, pour réussir cette démocratisation, d'expliquer que ce n'est pas que de la technologie, que ce n'est pas facile, que tout ne se fera pas en quelques clics et en quelques minutes, et que surtout, ce n'est surtout pas qu'une affaire technologique. J'insiste vraiment sur ce point-là parce que l'une des plus grandes difficultés qui peut être, c'est d'expliquer ces choses-là et d'obtenir donc de tous les services, de toutes les business units qui vont être contributrices, RH, finance et autres, l'implication dans leur rôle, notamment sur la gouvernance et la qualité de la donnée, avec l'émergence de nouveaux métiers. J'ai cité Data Engineer tout à l'heure, mais je pourrais citer Data Owner, par exemple, où on a une vraie responsabilité métier fonctionnelle qui est essentielle à comprendre et à intégrer. Et ça, aujourd'hui, je pense qu'on doit être porteur de ces messages-là. La data, c'est une formidable opportunité de transformer les entreprises, que ça ne peut réussir que si nous combinons bien les technologies et la culture, on va dire, fonctionnelle au service des nouveaux métiers qui peuvent apparaître. Merci beaucoup Sébastien. Laurent, une réaction par rapport à nos intervenants ? Bon, pour être très efficace, j'aurais presque envie de dire que tout a été dit. Bon, c'est trop facile. Ce que je retiens, c'est dans ce qui a été dit, c'est que à peu près tous les métiers d'une entreprise, et même tous les secteurs, sont producteurs de data et sont consommateurs de data. Donc, il y a un vrai sujet culturel, et il ne faut pas faire le clivage entre la machine et l'homme, mais il faut avoir conscience que moi, en tant que collaborateur, je peux capter une donnée qui sera utile à l'entreprise, même si je ne la consomme pas moi-même. Et c'est là où je vais pouvoir aller créer ce fameux data at scale. Et on a parlé de la culture, on a parlé des business, on a parlé des équipes data, on a parlé de data ingénieurs. Il ne faut pas oublier qu'à la fin, toute fin, c'est le collaborateur en agence, c'est le supply chain manager, la personne qui travaille sur la chaîne de production, c'est le vendeur en magasin qui va manipuler la donnée. Et quand on va devoir déployer de la culture data, il faut aussi penser à la personne qui va l'utiliser et déployer du sens. Parce qu'on a parlé de data quality, mais c'est cette personne-là qui va toucher la donnée tout au bout de la chaîne et qui va permettre ou pas de capter de la donnée de qualité. Donc finalement, la culture, elle est à peu près sur toute la chaîne, que ce soit des experts de la data, que ce soit les process owners, les business qui vont réfléchir au use case, mais aussi le maillon en bout de chaîne qui va parler avec votre client, et ça rejoint le sujet de j'ai besoin d'interagir avec mon client et j'ai besoin d'avoir du sens avec la data. Merci beaucoup Laurent. Un petit mot de conclusion, je vais appeler Gilles Camoin. Alors pour conclure Gilles, avec tous nos intervenants, avec tout ce que vous avez entendu, qu'est-ce que vous pourriez ajouter ? D'abord, je voudrais les remercier parce que je trouve ça tout à fait intéressant et je trouve qu'il y a beaucoup de points communs. En tout cas, ils sont d'accord sur un grand nombre de choses. Mais on voit bien que les entreprises adressent la data selon des angles différents, par le produit, par le client, par le service aux marques. Enfin voilà, les chemins sont différents parce que les contextes d'entreprise sont différents, parce que les structures d'organisation sont différentes, parce que l'histoire est différente. Mais à un moment donné, ils sont tous d'accord pour dire qu'il y a une dimension technologique, c'est sûr, il y a une dimension humaine et il y a surtout une dimension, on va dire, intention business. Et qu'il faut arriver à marier tout ça. Moi, je trouve que quand je vois ça, il y a un bouillonnement considérable qui est en train de s'opérer. J'ai l'impression qu'on est à l'ère d'une nouvelle phase. Je trouve ça absolument passionnant et enthousiasmant.
Et je vous dis à bientôt dans la vraie vie. Merci beaucoup Gilles. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci surtout à tous nos intervenants. Et je vous dis à très vite pour un nouveau live by Devoteam.